Avec les drôles de dames, les résultats du soir, comme d'habitude passionnants à décrypter dans ces soirées Ligue des Champions. Il y a trop de matchs à suivre en vérité, parce que moi j'aurais bien aimé voir Real Juve par exemple. Oui, ou aussi. Et si la formule était moins Francfort, passionnante qu'on l'a dit l'année dernière? Ah bon, tu trouves? Je sais pas, je pose la question. On va voir avec nos drôles de dames. Julien Laurence toujours là. On a nos clubs français, on est centré sur. Mais globalement, quand tu regardes les scores, est-ce que les écarts sont pas quand même très conséquents? Il y a des vraiment. Enfin, hier soir déjà, on a noté beaucoup de gros scores. Donc là, il y a des cartons là. Pour en parler, mais Chelsea c'est lourd, Liverpool c'est lourd, le Bayern évidemment, on s'y attendait, et c'est surtout des. Et maintenant, est-ce qu'il y a des résultats qu'on ne pouvait pas prévoir en vrai? Alors, accueillons tout le monde déjà. Julien... Il y a les écarts dans cette poule à combien? 36 équipes. Bon. Julien Laurence est toujours là, bien sûr. Polo Breitner nous rejoint. Salut Polo. Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Et Edgar Groslo également est là. Edgar, bonsoir. Salut Gilbert, salut tout le monde. Quant à Daniele Manoussia, il arrive dans quelques petites secondes. Alors pour répondre à Daniel, Polo, tu dis quoi toi? Sur le fait qu'on voit des scores quand même très très larges d'entrée, là, des bonnes branlées, quoi. Est-ce que ça montre qu'il y a ça signifie quelque chose, un fossé selon toi, qui se creuse les écarts dans une poule aussi large? Ça, je parle juste pour moi. La hype que j'ai pu avoir l'année dernière pour cette nouvelle formule est déjà finie. Ah, pourtant, c'est vrai que tu avais la hype, toi. Moi pas, mais je m'interroge. Non, mais je comprends ce que disait Polo. On a beaucoup parlé de ça l'année dernière. Quand on découvre quelque chose, de toute façon, c'est toujours évolutif dans le sentiment que tu peux éprouver. Déjà, parce qu'on peut aimer le fait qu'il y ait 8 journées plutôt que 6. Moi, je rappelle quand même que les affiches, même si ça excite quelques personnes, fondamentalement ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est Absolument. Le PSG lorsqu'il jouera le Bayern au mois d'avril, au mois de mars ou au mois d'avril ou au mois de mai. Toutes ces choses-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours quelques équipes, en fait, qui n'ont rien à faire à ce niveau-là au minimum, qui d'ailleurs, à mon avis, affaiblit l'Europa League. Qui est dans le même système de formule, parce qu'on est dans un système pyramidal, mais on n'a pas non plus 500 équipes dans le monde. Et là où Daniel a raison, c'est que le phénomène qu'on observe depuis 25 ans des équipes qui s'écartent par rapport aux autres, en gros les plus riches, etc., s'accentue. Et quand un club comme Francfort n'arrive pas à résister à un club comme Liverpool, alors que Francfort est dans le top 20 aujourd'hui des chiffres d'affaires européens, ça pose des questions. Ça, c'est une remarque intelligente. Mais ce n'est pas nouveau, ça fait 25 ans que je le dis, mais on s'intéresse évidemment qu'à l'instant T et pas à ce qui s'est passé il y a 25 ans, 30 ans, 35 ans. Donc moi, je n'ai plus rien à dire sur ces choses-là. Qu'on nous sorte la Super League. Non, mais au lieu de faire, enfin, on pourrait très bien avoir 3 Coupes d'Europe un peu homogènes et très intéressantes. On a tout privilégié sur une, avec des écarts qui font que très vite, tu sais qu'il n'y a que 4 équipes qui peuvent la gagner au fond. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que 12 équipes en Europe. Le reste, c'est fini. Alors Julien, ton avis? D'accord, donc on pourrait faire des groupes différents et la structurer autrement, cette Coupe d'Europe. Mais ce n'est pas le chemin qu'on prend, bien sûr, parce que là, avec les droits pour 27-30 qui vont être vendus... Julien Laurence? Non, moi j'aime bien cette formule. Alors c'est un peu tôt encore, je trouve. Là, de regarder comme ça, c'est... Mais les écarts, Julien, les écarts, ils sont dingos. Ouais, d'accord, mais Sporting et Karabakh, sur la journée d'hier, quasiment. Hier, aujourd'hui, non, mais c'est même pour la suite. Tu vois, les écarts, il y a des équipes là. Tu te dis, qu'est-ce que c'est Ligue des Champions, ça? Non, mais on avait des gros écarts avant aussi, Daniel. Mais regarde, Sporting et Karabakh, ils ont autant de points que Liverpool et Barcelone pour l'instant. Donc à un moment, je veux bien. Je suis d'accord avec toi. Il y a des gros écarts. Ce que veut dire Polo, et là où je le suis, c'est que en fait, même dans l'ancienne formule, ça commençait à être comme ça, parce que de toute façon, tu savais très bien quelles étaient les 2 équipes qui allaient sortir du groupe. C'est qu'en fait, on vend quelque chose, mais économiquement, les écarts sont tellement grands entre les clubs qu'on se raconte toujours la belle histoire, de temps en temps, d'une équipe moins cotée qui parvient à se frayer un chemin et qui est dépecée à la fin de la saison et qui ne ressemble plus à rien l'année d'après. Et pire, à la limite, elle coule tellement elle s'est fait dessouder et dépouiller que... Oui, moi je pense que dans la structure totale du foot, il y a des choses à repenser par rapport aux écarts économiques trop grands qu'il y a. Ça c'est sûr, mais ça c'est terminé. Hein. Je sais pas pour moi on peut plus faire marche arrière. La marche arrière, ce serait de construire des compétitions plus équilibrées, tout simplement. Bon, parlons un peu du match du soir, les gars. Européens plus équilibrés. Il y a la place pour faire 3 Coupes d'Europe. Il y en a eu pendant 40 ans 3 Coupes d'Europe.
C'est ce qu'a Moi, je suis pas proposé sûr que les trois coupes d'Europe Non, mais il y a 3 Coupes d'Europe, mais il y a 3 Coupes d'Europe avec une quantité d'équipes phénoménales dedans. On brasse beaucoup trop. Bon, les gars, attendez. Faudrait réduire les élites. Revenons au match du soir, sinon on n'aura pas le temps de tout faire. Daniel Manoussia nous a rejoint. Daniel, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, démarrons par la grosse affiche du soir. C'était Real Juve, Edgar. Pour une fois, Mbappé n'a pas marqué, mais le Real a gagné. Exactement, je pense qu'ils se sont rassurés avant le match du Barça, même si clairement ce niveau de jeu-là ne va pas être suffisant face au Barça, parce que je pense que tu mets le Barça en face, il marque des buts, parce que ce match-là ce soir, même si globalement la victoire est méritée pour le Real, la Juve a eu quand même des très grosses occasions, et je pense que le Real doit surtout cette victoire à Thibaut Courtois qui fait un match sensationnel ce soir, notamment sur le 1 contre 1 face à Vlahovic, mais pas que. Vraiment, il a sauvé cette équipe défensivement qui a montré de vraies carences. Maintenant, ils ont su pour une fois montrer, je pense, leur idée de jeu, ce qu'on n'avait pas vu sur certains gros matchs cette saison face à l'Atlético, même face à l'OM sur la majorité du match. Cette fois-ci, on a vraiment vu un pressing haut, on a vu parfois des choses intéressantes, mais pas avec autant de régularité évidemment qu'ils aimeraient. Mais voilà, il y a quand même des satisfactions. Arda Güler qui a eu vraiment une ovation méritée ce soir de la part du public. Mais encore une fois, c'est difficile d'analyser ce match comme un franc succès pour eux, parce que si t'as pas Thibaut Courtois qui fait ce genre d'arrêt là ce soir, tu gagnes pas ce match. Si Brahim Diaz est sanctionné plus sévèrement sur sa semelle sur Khéphren Thuram, ça peut changer aussi le match. Et sincèrement, moi j'ai trouvé, quand on a parlé de la Juventus, on disait qu'ils étaient sur une mauvaise série, 6 matchs sans victoire. J'ai vu des choses intéressantes. Alors là aussi, pas sur toute la longueur du match, mais ils les ont vraiment bougé. Et je pense que le Real devra quand même hausser son niveau de jeu face au Barça ce week-end. Daniele, t'es d'accord? Oui, si ça c'est le Real, c'est pas grand-chose. Franchement, c'est vrai que la Juventus elle a fait son meilleur match depuis un petit bout de temps, mais là ça fait 7 matchs sans victoire. Ils étaient tous contents, Tudor, Di Gregorio, Vlahovic à la fin du match, ils parlaient comme un peu pas comme une victoire, mais bon, je pense qu'ils avaient vraiment peur que ça pouvait finir mal, un peu comme Naples hier soir, et ils sont contents d'être sortis de Bernabéu avec une prestation correcte. Ils ont eu des occasions, mais alors moi, je veux pas non plus trop monter la valeur de ces occasions-là, parce que c'est aussi un peu aléatoire et un peu grâce au Madrid. L'occasion de Vlahovic, où il fait 50 mètres balle au pied, parce que Militao et Raúl Asiens ne le regardent même pas, pendant qu'il faut faire... Celle de Kalulu aussi en première période, c'est la défense du Real. Oui, et là aussi, voilà, on peut parler de Tudor, qui a changé encore une fois le système de jeu. Il a joué avec ses 5-3-2, avec Kalulu à côté droit, qui a attaqué beaucoup, franchement trop, parce que Kalulu, on oublie qu'il peut jouer sur les côtés, mais c'est un défenseur central à la base. Et voilà, quand il arrive dans les derniers mètres, l'équipe perd beaucoup. C'était une équipe prudente, qui a eu des occasions, la Juventus. Et voilà, mais finalement, elle est sortie avec 0 point. C'est vrai qu'il aurait pu marquer. Peut-être le match nul, aussi sur la fin. C'était mieux. Openda et Jonathan David. Mais là aussi, tu sais, si tu ne fais pas jouer assez suivant les joueurs, après, c'est un peu comme s'ils oublient comment il faut mettre des buts et frapper vers les cages du gardien. Parce que là, on dirait que c'est une équipe des fois un peu maladroite, la Juventus, qu'elle arrive à avoir des occasions, mais elle ne sait pas combien. Là, on a vu, Naples, il a mis 2 buts de la tête. L'Atalante, elle n'arrivait pas à mettre un but contre le Slavia Prague, même s'il a eu beaucoup d'occasions. Et la Juventus, elle n'a pas mis de but. Et l'Inter, elle doit attendre la fin de la première mi-temps contre l'Union Saint-Gilloise après avoir souffert pour 40 minutes. Moi, je pense qu'il y a quand même un thème en Italie, c'est que on n'est pas habitué à attaquer. C'est un moment où on voit vraiment qu'on a du mal à créer des occasions, quoi. Et c'est pas bien. Moi, je pense que même ces matchs-là, que c'est positif, ça va donner des espoirs à la Juventus. Moi, je pense que franchement, c'est un peu, comment dire, un peu une illusion. Parce que, voilà, je trouvais que Di Gregorio fait un bon match aussi. Aussi, Di Gregorio, il a fait un bon match, oui, bien sûr. Mais c'était aussi, le Madrid, il n'a pas fait grand-chose. Mais c'était tellement simple. C'était tellement simple de faire du mal à cette Juventus. Même les buts, franchement, Vinicius, il a fait une grande action.
mais la passivité de la Juventus, ils sont pas habitués à défendre contre des joueurs comme ça. Et voilà, après, on s'est fait mal. Moi, je pense que la Juventus, elle a 2 points en ce moment. Elle a un calendrier mieux, c'est-à-dire ça donne de l'espoir. Et c'est aussi les charmes ou les défauts de cette formule. Au final, il en faut peu pour aller en play-off, mais le premier 8, je pense, c'est un mirage pour la Juventus. Dans un instant, les autres matchs du jour, notamment Francfort-Liverpool. Liverpool qui s'est réveillé ce soir, tout comme Chelsea qui cartonne, le Bayern. Puis des nouvelles de l'Atalanta, prochain adversaire de l'OM également à venir. Il nous reste un quart d'heure ensemble. À tout de suite dans l'after. Avec Daniel Riolo et avec les drôles de dames pour analyser les matchs du soir, notamment Francfort-Liverpool. Liverpool qui s'est réveillé, Julien. Et alors, est-ce un symbole ? Salah n'était pas titulaire et c'est là que ça enchaîne les buts aïe. Comme des perles. Ouais, ce serait peut-être un petit peu facile de résumer ça à tout ça et de penser que tout est réglé d'un seul coup. Parce qu'en face, c'était quand même porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, comme dirait Gad Elmaleh, c'était du grand n'importe quoi. Côté Francfort, le but d'Ekitike, ou Luis Fernandez d'ailleurs, le but d'Ekitike, le rest defense de Francfort a montré dans tous les clubs, à tout le monde, des choses à ne pas faire, surtout quand on attaque, au cas où tu perds le ballon, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu Mo Salah, on n'a pas vu Alexis McAllister d'entrée non plus, Gravenberch n'était pas là non plus. On n'a pas vu Kerkez à gauche avec Robertson qui, même s'il est pris sur le but de Francfort, l'ouverture du score. Après, c'était quand même un petit peu mieux, j'ai trouvé, que Kerkez qui s'est un petit peu perdu là depuis qu'il est arrivé à Liverpool. Mais oui, le grand débat, la grosse question, ce sera bien sûr Mo Salah. On a vu Ekitike et Isak ensemble avec Wirtz, avec Gakpo, sans qu'on comprenne très très bien peut-être où jouer qui et comment. Ça a duré 45 minutes puisque Isak est sorti à la pause. Slot a expliqué que c'était qu'il avait mal un petit peu aux adducteurs. Mais on ne sait pas s'il n'y avait pas eu cette petite blessure peut-être pour Isak, s'il aurait gardé ce quatuor-là sur le terrain ou pas. Je pense que ça mérite de le revoir, mais encore une fois, c'était pas non plus très très clair de qui jouait où. Il y avait pas mal de fluidité, ce qui est une très bonne chose. On avait l'arrière droit, Frimpong d'abord, et après Bradley, quand il l'a remplacé assez tôt dans le match, qui occupait quasiment tout le côté droit. J'ai trouvé Ekitike et Isak assez centraux, ce qui est pas une mauvaise chose. Gakpo sur le côté et Wirtz un petit peu libre, un petit peu partout. Donc c'était un vrai 4-2-4. Est-ce que tu peux jouer comme ça à Brentford samedi en Première Ligue? Je suis pas convaincu. Mais c'est vrai que on a vu des buts sur coup de pied arrêtés, on a vu du mouvement, on a vu un Wirtz enfin décisif parce qu'il y a 2 passes d'aise, dont une qui est une passe que n'importe qui aurait pu faire pour Szoboszlai. Mais bon, c'est pas grave, elle compte quand même, on les compte donc ce soir aussi. Mais c'est vrai que c'était mieux que ce qu'on a pu voir ces dernières semaines après les 4 défaites d'affilée. Polo, tu avais annoncé que ce serait compliqué pour Francfort. Ça, je l'avais annoncé. Par contre, je n'avais pas annoncé le débat lunaire qu'il y a eu après la rencontre entre Sami Khedira, l'ancien champion du monde, ancien joueur du Real notamment, et consultant pour DAZN, et le coach de Francfort, Dino Topmöller. Dino Topmöller nous expliquant très béatement que la première mi-temps était d'excellente qualité pour Francfort. Julien vient de le dire, le contre d'Ekitike, c'est quand même le truc le plus ridicule du monde. Je sais même pas si on se prend des buts comme ça chez les minimes. Quant aux 2 coups francs, quant aux deux corners, à la rigueur, on peut monter une strate et passer en cadet tellement les joueurs de Liverpool n'étaient pas marqués. Donc moi, je veux bien. Donc c'était assez hallucinant puisque Sami Khedira, en gros, fait comprendre à Dino Topmöller s'il a vu la rencontre, et Dino Topmöller, avec grand sourire, nous dit c'était fabuleux ce qu'on a fait, etc. Donc moi, je préfère écouter ce que dit Krösche, le manager, parce qu'il commence à en avoir marre d'avoir cette équipe, et plus que cette équipe allemande, je rajoute Leverkusen ou d'autres équipes, notamment l'année dernière qu'on a vu en Bundesliga, c'est la question de la balance et de l'équilibre des équipes. C'est bien de toujours vouloir aller vers l'avant, etc. Mais je crois peut-être que le football allemand, qui se pose beaucoup de questions en ce moment sur la formation de ses jeunes, ferait bien peut-être de se poser la question de la formation de ses entraîneurs. Parce que on en a à l'appel qui nous explique qu'il faut toujours marquer un but plus que l'autre. C'est bien pour le spectacle, c'est bien pour la Bundesliga, mais quand tu te retrouves contre une équipe comme Liverpool, ben tu te fais exploser dans tous les sens. L'année dernière, hier, c'était Paris qui s'est amusé. C'est un peu l'esprit Bundesliga, ce que tu nous dis là. C'est l'esprit du foot partout en ce moment, en fait. Ouais, mais le problème, c'est qu'à ce niveau-là, ce n'est pas possible. Il y a plus tellement de pensées différentes maintenant. C'est un petit peu pénible au bout d'un moment quand match après match. Enfin, je veux dire, les 3 matchs en Ligue des Champions de Francfort, c'est 5-1, 1-5, 1-5.
Donc au bout d'un moment, ça va 5 minutes. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est les oppositions. Tu réussis à que Liverpool rencontre la rencontre à Francfort, c'est pas compliqué. Le problème, encore une fois, c'est ce qu'a dit Julien. Quand c'est opération porte ouverte et que les mecs te disent et que tu te prends 3 buts, par exemple comme Leverkusen quand il y a après le 1-1 et que tu te retrouves avec 3 buts pris en 8 minutes, etc. C'est pas possible au bout d'un moment. Donc quand ça se répète au bout d'un moment, c'est que c'est chronique. Et quand c'est chronique, quand c'est structurel, c'est que tu as un problème dans ton football. C'est aussi simple que ça. C'est l'esprit de l'after qui a été vicié. Francfort, tout le football qu'on a réclamé, qu'on a vendu, ça a irradié toute l'Europe. Non mais à chaque fois, Francfort, on rigole en Allemagne. De Ligue des Champions avec l'Ajax après 3 jours. Ouais, mais c'est pas que ça. Mais au bout d'un moment, il faut appliquer. Il faut aussi écouter ce que dit un mec comme Jürgen Kohler quand on lui parle des défenseurs actuels, quoi. Le mec, c'est pas n'importe qui. Jürgen Kohler, c'est l'un des plus grands défenseurs allemands de son histoire. Il a joué à la Juve, qui était en 93, il y avait Péno sur Weah, ça je l'oublierai jamais. Mais c'était un énorme défenseur. Mais au-delà de ça, il fait des interviews, il en peut plus, quoi. Il en peut plus de voir ce qui se passe tellement on ne respecte pas le minimum syndical entre guillemets défensivement dans le fait de couvrir, etc. Parce qu'on se dit mais c'est pas grave, on va récupérer le ballon. C'est au bout d'un moment. C'est les mêmes débats en Italie sur les défenseurs. Passons au match suivant, les gars. Julien, Chelsea qui éclate tranquillement l'Ajax. Qu'est-ce qu'il faut retenir? 5-1. Ouais, ils les ont éclatés. Ouais, même Marc Guillou a marqué un but. Donc c'est pour vous dire à quel point l'Ajax était Marc Guillou, le frère de Pat Guillou, vraiment bidon. Le frère de... enfin, on peut en faire plein avec des Guillou, des Gouy, tout ce que tu veux. C'était pour vous dire la faiblesse, sincèrement. Alors, je sais que l'Ajax prend un carton rouge très tôt dans la rencontre, après un quart d'heure de jeu. Mais ce qu'on avait vu contre Marseille, ils avaient déjà été très très mauvais. Là, ce soir, c'est encore un ton en dessous, quoi. C'est catastrophique. Après, ils n'ont pas gagné depuis 4 matchs non plus, toutes compétitions confondues. Donc, c'est pas que en Ligue, c'est pas parce qu'ils ont été champions, c'est trop haut pour eux. Même en championnat, ils mettent pas un pied devant l'autre. Donc, ce soir, c'était pareil. Alors, encore plus à 10 contre 11, quoi. Mais même à 11 contre 11, ils n'auraient jamais pu faire jeu égal avec l'équipe B de Chelsea, puisqu'on avait vu 10 changements chez les titulaires de la part de Maresca par rapport au match de championnat du week-end. Il fait un peu ce qu'il a fait finalement. Et qu'aurait-il pu faire contre la succursale de Chelsea? Strasbourg, c'est bien meilleur que l'Ajax. Oui, mais on verra l'année prochaine, t'inquiète. On arrive. Exactement, vers l'année prochaine. Vous arrivez en force. Mais l'Ajax, j'ai rien à y dire. Voilà, il n'y avait rien du tout. L'année prochaine, quand tu auras Strasbourg-Bayern avec Polo, on va se régaler. Oh mon Dieu, je rêve d'un match en Ligue des Champions entre Strasbourg et une équipe allemande, quelle qu'elle soit. Ouais, ça va être marrant, on va entendre. Et si possible, une équipe allemande, mais pas très loin de la frontière. Oh mon Dieu. Ouais. La revanche contre Francfort. Juste pour finir, qu'est-ce qu'on va leur mettre? Ouais, Julien, vas-y. Juste pour finir sur Chelsea, parce que Wesley Fofana a joué 90 minutes et c'est très très bien. Et voilà, il fait pas SD sur le premier but. Bon, c'est anecdotique, c'est pas ce qu'on lui a demandé. Et puis il a joué dans le canapé parce qu'en face c'était tellement nul. Mais ouais, c'est très bien qu'il ait joué et qu'il ait joué 90 minutes surtout. Donc voilà, bravo à lui. Très bien, Julien, on a fait le tour de tes clubs, donc je pense qu'on peut te laisser. Oui, avant que la connexion saute, vas-y, pars. Ouais, là, ça a marché, non, c'est magique. Non, mais il n'y a pas de problème, je suis à la maison, tranquillement. Mais à demain, les gars, à demain. Salut Julien, bonne soirée. Le Bayern, justement, qui gagne là aussi tranquillement face à Bruges, Polo. On a mis le tampon sur la lettre, quoi. Donc victoire administrative une fois de plus. C'était un match passionnant évidemment puisque 3-0 à la mi-temps. Il y a une seule bonne nouvelle, c'est le petit Karl qui était en attaquant de soutien de Kane qui marque un but extraordinaire dès la 4e minute. Sinon, je sais pas quoi dire, quoi. Moi j'aime beaucoup Bruges. Hein. C'est une belle petite équipe comme ça, mais Bruges, c'est l'équipe on qui a en revient un peu Monaco. Ouais, mais c'est une belle petite équipe. Souvenir. J'aime beaucoup en plus. J'aime bien cette équipe. En plus, il y a des joueurs. Voilà, mais c'est un autre niveau. Et le Bayern marche en ce moment un petit peu sur tout ce qu'on met en face de lui. À la rigueur, le seul débat qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Olise n'est pas positionné derrière Harry Kane, qui est un débat, j'ai envie de dire franco-français. Et le jeune Karl, c'est lui qui est derrière Harry Kane. Donc le meneur de jeu décalé au Bayern, c'est Olise et on ne met pas en véritable meneur de jeu. Peut-être pour voir pour ceux qui disent toujours que c'est un fabuleux meneur, etc. Non, puis il y a un autre joueur peut-être qu'il faut citer qui est j'ai l'impression dans la forme de sa vie, qui a eu beaucoup de mal un peu à s'intégrer. Rappelez-vous de la filière de Leipzig avec les Autrichiens. Sabitzer n'a pas réussi, mais il y a Konrad Leimer qui est le véritable guerrier et qui fait un boulot énorme. Positionné en position d'arrière gauche, il était toujours un peu remplaçant de luxe, ce qu'il est toujours quand tout le monde va revenir. Mais voilà, il est j'ai l'impression dans la forme de sa vie. En tout cas, le Bayern, je pense, a bien fait de prolonger Vincent Kompany.
Bon, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais les 4 équipes qui ont gagné leurs 3 matchs, les 5 équipes qui ont gagné leurs 3 matchs, c'est le Real, Arsenal, l'Inter, le Bayern et le PSG. Voilà. Et donc, à la différence de but, il y a la même différence de but entre le Bayern et Paris. Égalité parfaite entre les deux. Attends, je regarde ça. Non, le PSG a marqué un but de plus. Voilà. Bon, si on veut chipoter. Il faut que tu nous donnes des nouvelles de l'Atalanta, mon cher Daniel, parce que c'est le prochain adversaire de l'OM. Ce soir, ils ont fait 0-0 contre le Slavia Prague. On se rappelle de la défaite face à Paris. Donc, est-ce que globalement, tu estimes que c'est fin du mois, c'est aux alentours du 20. Ils vont arriver au Vélodrome en claquette. Ouais. À quoi faut-il s'attendre? Mais ça va mieux par rapport au match avec le Paris Saint-Germain. Juric, il a un peu trouvé sa formule, c'est-à-dire pas ses joueurs parce qu'il n'arrête pas de changer son 11 de départ, mais c'est un Atalanta un peu plus à l'aise dans les jeux verticaux qu'on connaît d'ailleurs, agressif, moins agressif qu'avec Gasperini, mais plus vertical qu'en de l'attaque. Et elle a récupéré Ederson, bien sûr, on l'avait dit qu'il a sauté la première partie de la saison, et c'est quand même un des meilleurs milieux, je pense, en Italie au moins, et en Champions League, il a le niveau. Il y a les jeunes Bernasconi qui est en train de très bien faire. Elle a récupéré Lookman aussi, qui est rentré dans l'équipe, et il joue là, ça fait quelques matchs qu'il joue tout le match, il part de début ou il rentre en course. Par contre, elle a du mal à mettre des buts. Elle a eu énormément d'occasions. Il y a Kristovic qui l'a raté de but, Scamacca qui est rentré, lui aussi il a été blessé pour un petit temps, et il est rentré, il a raté des buts. Dès qu'il était là, il a très bien joué, mais il l'a sorti. Il a mis Kamaldeen Sulemana, peut-être vous vous rappelez de lui, il est passé par Rennes. Et justement, c'est vrai, ils ont beaucoup d'occasions, il y a de la malchance, mais après on va regarder les noms des joueurs et combien de buts ils ont marqué dans les passés. On se dit que voilà, pour marquer beaucoup plus de buts par rapport à ce que l'Atalanta elle marque, il fallait peut-être avoir des joueurs différents. Suleiman, il a marqué 3 buts dans les dernières 3 ans à Southampton. Il a déjà marqué 2 buts cette année avec l'Atalanta, donc il a déjà fait en gros les 90% de son travail. Et l'Atalanta, bien sûr, elle manque Retegui. Elle a perdu son meilleur joueur, elle l'a pas remplacé parce que Krstovic, pour le moment, il n'est pas au niveau. Donc c'est ça. Et elle a beaucoup souffert aussi la physicité, c'est-à-dire la pression physique et l'agressivité de l'équipe de Prague. Je pense que par rapport au match avec Marseille, si Marseille joue un match à haute intensité, l'Atalanta elle va avoir du mal. Parce qu'elle n'a pas la qualité qu'avec Gasperini, elle avait, de sortir avec la balle au pied de la pression. Et c'est une équipe beaucoup plus, on va dire... comment dire, pas sûr qu'elle a la balle dans le pied, elle n'est pas très technique. Elle joue un peu en vertical aussi pour sortir des moments difficiles, mais elle peut perdre beaucoup de ballons. Et Slavia, à Prague, ils ont récupéré beaucoup de ballons dans les milieux de l'Atalanta. Donc je pense que pour Marseille, ça peut être un match sympa. Un mot de Bilbao qui bat Karabag, Edgar? Bah oui. C'était quand même le match de la soirée, évidemment. Victoire 3-1, mais très très compliqué. Ils se sont fait peur parce qu'ils prennent un but dès la première minute. Et cette équipe qui est quand même moyenne depuis quelques semaines, on a senti que elle joue quand même avec le frein à main dans ses actions, et surtout dans les 30 derniers mètres. Ils dominent évidemment. Ils ont un nombre d'XG pas possible et ils prennent beaucoup de temps finalement à convertir. Et finalement, ils marquent notamment sur 2 frappes de loin magnifiques parce qu'on sent 2 frappes où ils se défoulent ou cette fois-ci ils mettent tout dedans, mais en fait j'aimerais qu'ils en mettent un petit peu plus tout le temps, et on sent une équipe qui est pas vraiment en confiance et qui a le syndrome des équipes qui ne sont pas en confiance, c'est-à-dire qu'ils hésitent, qui font la touche de trop, la passe un petit peu molle, et voilà, ça manque encore un petit peu de fluidité, mais je pense que c'est une victoire quand même qui va leur faire du bien.